Bah non mais c'est vous, comment ça? Qui, moi? Alors j'ai rendez-vous avec Patrice Dutartre, un créateur en sur-mesure qui habite à 2 pas d'ici. D'ailleurs c'est lui qui m'a fait cette petite chose fort sympathique, un blouson bien chaud et bien douillet. Ça vous dit de m'accompagner? Oui? Eh ben on y va. Allez. Allez. Vous n'êtes pas sans savoir que le travail en sur-mesure est une activité qui n'est pas évidente, surtout quand on l'exerce seul. Tour à tour styliste chez Thierry Mugler, designer et directeur artistique chez Anna Emory, directeur artistique chez Cymbeline, Patrice Dutartre décide en 1997 de réaliser ses propres créations, en parallèle de son activité professionnelle. Stop. Vous êtes prêts à découvrir le travail de cet artiste très discret? Ouais? Bon, faut juste que je me rappelle du code, parce que là, je me rappelle plus. Eh bon, c'est bon, les souris. C'est Fort Boyard. On est tout mou, faut y aller là, faut y aller. Bonjour Patrice, je vous dérange pas? Vous êtes prêts pour l'interview? On se met en place. Ah, bien confortable. En étudiant votre parcours, il y a une chose qui m'a tout de suite interpellé. Vous avez obtenu un DUG en psychologie et juste après, vous avez suivi une formation en coupe à plat à l'AICP. Alors il y a 2 questions qui me sont venues directement à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce changement d'orientation? Et est-ce que vos études en psychologie ont affiné votre perception de la mode et votre inspiration? En fait, non, c'est pas un virage dans mon parcours, c'est simplement que j'ai toujours voulu faire de la mode, mais j'avais pas les moyens de faire des études à Paris. Donc j'ai décidé de suivre des études de psychologie, de trouver un travail dans de la psychologie à Paris et de payer mes cours moi-même une fois que je serai à Paris en exerçant la psycho. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu je devais mener une enquête sur la mode. J'avais choisi le sujet de la mode pour faire une analyse psychologique des résultats. Et en fait, j'ai interrogé des gens qui avaient des contacts à Paris dans le bureau de style. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire un stage dans un bureau de style. Et comme après, j'ai commencé à beaucoup travailler à faire des vêtements, parce que je faisais déjà depuis assez longtemps d'ailleurs. Pour vous-même essentiellement? Pour moi-même, pour des amis aussi. Voilà. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère, donc j'ai toujours cousu. Cousu, oui, c'est bon. Toujours cousu, ouais. Et donc en fait, arrivé à un moment, j'étais un peu bloqué, j'étais à Paris, je travaillais pour mes clients, je travaillais pour moi, j'étais stagiaire dans un bureau de style, mais techniquement j'étais un peu coincé. Je m'apercevais des limites et puis j'avais trop de doutes en fait techniques, donc j'ai décidé de faire cette formation à l'AICP qui a duré 3 mois. Vous vous êtes spécialisé dans le sur-mesure. Comment avez-vous développé votre clientèle et surtout comment parvenez-vous à la fidéliser? Je ne me suis pas franchement spécialisé sur mesure, je me retrouve aujourd'hui à faire du sur-mesure et en fait j'ai toujours fait du sur-mesure, mais moi je fais des vêtements pour les gens et en fait c'est plus lié à des rencontres, c'est peut-être le rapport avec la psychologie. Moi ce qui m'intéresse c'est les gens et c'est les gens qui m'inspirent. Selon vous, en ces temps économiques un petit peu tendus, dirons-nous, est-ce que l'activité de sur-mesure se ralentit, se stabilise ou ne peut que se développer? Moi, je pense que ça va beaucoup se développer. Je pense que tous les artisanats, c'est ça, vont se développer de toute façon. Parce que c'est une réponse à une production de masse. On perd souvent aussi de la qualité. Voilà. C'est souvent seulement une question de proportion en fait. On perd sur la qualité et puis aussi je ne sais pas si j'ai forcément envie d'aller acheter dans une boutique entrée, d'acheter un vêtement qui va exister en 500 000 exemplaires. Et ça perd un petit peu en charme forcément. Ouais. C'est un peu... Donc le intéressant. Et puis moi je fais aussi par rapport à mes réactions, quand j'arrive dans un magasin et que je vois des centaines de milliers de vêtements autour de moi, je n'ai plus envie de rien. Si j'en vois 3, je vais m'intéresser aux 3. Entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de votre univers. Quelles sont vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, c'est souvent des personnages en fait. Personnages littéraires, cinéma Moi j'aime bien... Individus, je sais pas. Ouais, j'aime bien les gens grands. J'aime bien les gens avec des buts un peu qui les dépassent en fait. Et c'est des personnages que je trouve au cinéma, c'est des personnages que je rencontre dans la vie, dans des films, c'est des vies, j'aime beaucoup les biographies, voilà. En fait, c'est ces personnages-là qui m'inspirent quelque chose. Je pense que les gens ne sont pas sans savoir que beaucoup de créateurs et même couturiers suivent les tendances, enfin lancent les tendances, mais il y a quand même les cahiers de tendances en amont. Est-ce que vous parvenez à vous en affranchir dans votre travail?
je suis pas quelqu'un qui va chercher trop les tendances. J'essaie de voir ce qui se passe dans le monde, j'essaie de comprendre ce que les gens cherchent. Ouais, je suis très sensible je suis très sensible aux choses qui vont pas dans le monde. Je suis très touché par le bordel dans le monde aujourd'hui, par les douleurs, par les souffrances, par les inégalités, par tout ça. Et je cherche des réponses, je suis comme tout le monde, je cherche des réponses à ça. Et j'essaie de le trouver dans mes vêtements aussi, dans les vêtements aussi. Alors si on parle de simplicité dans le vêtement, est-ce que, en ce qui concerne les matériaux, les tissus, vous utilisez des matériaux particuliers, des choses qui compensent cette simplicité? Oui, mais justement, je crois que non. Je ne sais pas si on peut dire compenser, mais au contraire, je pense que aujourd'hui, je cherche des matériaux qui parlent un peu de cette simplicité, qui parlent un peu de matériaux plus humbles, de matériaux où on sent la main, qui sont manuels, où on sent les trames des tissus, pas des tissus trop lisses, pas des tissus froids, pas des tissus mécaniques, mais quelque chose qui nous ramène à la tradition, l'authenticité, des choses comme ça. À l'origine des matières. Les matières, au début, c'est un tissage, c'est un fil dessous, un fil dessus, c'est des choses très simples au départ. Et c'est ça ce que je trouve les belles matières. Et puis aussi des matières naturelles. J'aime pas trop les matières issues à partir du pétrole. Et en matière de couleurs, y a-t-il des couleurs, une gamme de couleurs qui revient assez souvent dans vos créations, dans vos collections, ou pas vraiment? J'aime bien le noir, le blanc bien sûr, j'aime beaucoup le blanc, j'aime beaucoup les couleurs naturelles. Et c'est pareil, j'aime les couleurs assez discrètes, assez... on ne trouvera pas de fuchsia chez vous, de rouge pointu? Ça dépend. Si, on peut trouver une touche de rouge, mais c'est pas pour dire quelque chose. C'est justement au milieu de la pâleur, tout d'un coup il y a une touche de rouge, c'est pour dire un peu de colère ou un peu de... Voilà. Vous créez aussi bien pour les femmes que pour les hommes. À quel type de clientèle s'adressent vos modèles? Je crois que ça s'adresse à quel type de personnes? Aux gens jeunes. Et pas aux gens jeunes par rapport à l'âge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens jeunes à l'intérieur. Être jeune quand on a 75 ans ou quand on a 80 ans, c'est-à-dire rester ouvert, attendre de la vie qu'elle nous surprenne quand on a 85 ans, je trouve que ça, c'est de la vraie jeunesse, quoi. Attendre que la vie nous surprenne quand on a 19 ans, c'est normal. On croit qu'il y en a maintenant à 19-20 ans qui sont déjà blasés de la vie, alors que on reste encore en tentant de se faire surprendre toujours plus. Et puis en plus, je trouve qu'être jeune à 85 ans, c'est vraiment une richesse parce que c'est un combat de tous les jours de rester jeune à l'intérieur, de ne pas se laisser manger par l'amertume, de continuer à se battre pour ce à quoi on croit. Donc moi, j'attends de mes clients. Enfin, j'attends les clients avec qui ça accroche, parce que des fois je rencontre des clients avec qui ça n'accroche pas et il ne se passera rien. Mais les clients avec qui ça accroche, c'est parce qu'il y a cette recherche, en eux, donc on se lance tous les deux, on va chercher quelque chose. Quel est sur un plan stylistique votre idéal féminin et votre idéal masculin? Ouais, moi je cherche beaucoup dans le vêtement le côté féminin masculin, ce qui peut avoir l'air très basique et pas très intéressant puisque apparemment beaucoup de gens le font, mais je pense que ce qu'on appelle le masculin féminin aujourd'hui, c'est souvent prendre un vêtement masculin et le faire porter à des femmes, mais ça n'a rien à voir avec le masculin féminin. Moi, c'est plutôt une interrogation sur ce qui est masculin dans un vêtement et ce qui est féminin dans un vêtement. Et en fait, il y a très peu de choses qui sont sexuées. Un vêtement n'est pas sexué. Il y a des codes qui sont établis par rapport à des coutumes, par rapport à des façons de regarder, mais en fait, il n'y a pas de vêtement qui soit plus masculin qu'un autre, il n'y a pas de vêtement plus féminin qu'un autre. Donc moi, j'essaie de prendre un vêtement masculin classique et d'essayer de lui amener de la féminité, c'est-à-dire simplement d'amener des lignes rondes et abandonner tous ces angles, tous ces trucs carrés, tous ces trucs... voilà. Tout en restant des vêtements construits. En regardant les photos de votre blog, j'ai trouvé vos créations enchanteresses, empreintes de fraîcheur et d'élégance, j'irais jusqu'à dire même intemporelles. Non, c'est vraiment sincère. Serait-ce une définition correcte de votre style? Si j'arrive à faire passer ça, c'est bien. Je pense que je ne serais pas le seul à avoir ressenti, mais moi je sais que les gens qui portent mes vêtements se sentent bien dedans, et se sentent, généralement il y a beaucoup de filles, parce que ça a été souvent des robes de mariée en fait, mais j'essaie que les filles se sentent heureuses dedans, et se sentent épanouies, et surtout se sentent très à l'aise, et pas du tout engoncées, et qu'elles puissent être elles-mêmes en fait. Ça ne fait pas partie de ces créateurs qui pensent que que le corps féminin n'est juste qu'une toile pour exprimer leur art, leur création, on va dire.
Je ne sais pas si je suis un artiste, mais je sais que la nature qui a fait les corps humains est un grand artiste et que je ne lui arrive pas à la cheville. Travaillez-vous actuellement sur un projet? Oui, là je vais essayer de présenter des collections maintenant, d'essayer de travailler non plus sur des modèles uniques, mais sur des modèles qui seront produits en petites séries. Deuxième étape de votre processus de création, c'est ça? En fait, oui, parce que chez moi, il y a des tonnes de patronnage qui n'ont servi qu'une fois. C'est un travail qui n'est pas du tout exploité ou exploité. Et sous quelle forme vous voulez présenter cette collection? Là, c'est une interrogation. Donc, en photo, déjà, je n'aime pas les images arrêtées. J'ai beaucoup de mal avec les images arrêtées. Donc, en plus, je trouve qu'un vêtement n'existe pas dans des images arrêtées. Enfin, il y a un tas de photographes qui arrivent à faire des choses magnifiques, mais on les regarde plus en tant que photo qu'un intérêt par rapport aux vêtements. En fait, je trouve vraiment. Mais donc, je pense plutôt à un film. Et puis, en fait, je m'aperçois que j'aime beaucoup le cinéma et qu'il y a beaucoup de films m'ont éveillé. Et je me dis, après tout, pourquoi pas essayer de faire un film, essayer de faire des petits films et peut-être même avec des histoires. Et qu'en fait, peut-être que les vêtements arriveront en deuxième ou troisième position. En plus de votre activité de créateur en sur-mesure, vous êtes également professeur à la Parsons School of Art. Oui, qui s'appelle maintenant le Paris College of Art. Paris College of Art. Très bien. Pensez-vous que vos élèves ont conscience de la rudesse de ce métier, du fait qu'il y ait beaucoup d'appelés mais très peu d'élus? Et en même temps, quels conseils donnez-vous à vos élèves? Ils n'ont pas vraiment conscience. Je pense qu'il y en a qui viennent d'horizons très différents mais simplement ils aiment la mode, ils ont les moyens de faire une école, ils le font. En même temps, je ne sais pas s'il faut trop qu'ils en aient conscience, et justement, je pense qu'il ne faut peut-être pas faut pas vraiment qu'ils soient conscients de tout ce qui se passe, parce que d'abord, c'est des gens qu'on forme et qui exerceront leur métier dans 5 ans, 10 ans. Dans 10 ans, les choses dans la mode, à mon avis, seront très différentes d'aujourd'hui, donc c'est pas forcément impératif de savoir vraiment comment ça se passe aujourd'hui. Ensuite, je sais pas, ce que j'essaie de leur apprendre moi, c'est que peut-être faut pas qu'ils arrêtent de penser est-ce qu'ils vont réussir ou pas réussir. Il faut simplement penser est-ce qu'ils vont continuer à prendre du plaisir à faire de la mode, à faire des vêtements. C'est peut-être ça qui compte. Est-ce qu'il y a une vraie passion en fait chez eux? Oui, c'est ça. Donc d'aborder la mode en disant je vais être dans les magazines, je vais être reconnu, etc. C'est pas se servir de la mode pour, c'est pas se servir de la mode pour gagner de l'argent. Je reviens toujours un peu bloqué. Je suis toujours un peu bloqué là-dessus, mais pas faire de la mode pour gagner de l'argent, mais pour exprimer quelque chose. Garder de l'argent pour faire de la mode, c'est-à-dire pouvoir avoir suffisamment d'argent pour continuer à vivre et faire leur métier. C'est ça qui compte. En plus de la mode, il y a également le cinéma. Vous avez écrit des tenues pour Nathalie Baye, Anna Galliena, si je ne me trompe pas, Louis Vinsegné. Quels souvenirs gardez-vous? Très bon souvenir. Une petite histoire un peu difficile, enfin un peu difficile. Non, racontez. Difficile et rigolote. Non, difficile et rigolote avec Nathalie Baye. On avait fait les costumes pour un film de Chandler Nagor qui s'appelait L'Enfant des Lumières. Un téléfilm sur TF1 en plusieurs épisodes. On avait fait que des costumes 18e, j'en avais jamais fait, donc c'était assez drôle. Avec les paniers, tout ça, les corsets. Ouais. Enfin, c'était une femme libérée, hein. C'était l'histoire d'une femme qui voulait plus... c'était l'histoire d'une femme jeune et moderne qui voulait pas appartenir au code du 18e, donc voilà. Et simplement, on avait travaillé beaucoup pendant 3 semaines, 4 semaines. Au moment des essayages, il y avait un gros problème parce qu'en fait, toutes les mesures avaient été très mal prises. Il a tout fallu corriger en une seule nuit. Donc j'étais pas tout seul. Il y avait un le cauchemar de la nuit blanche. Il y avait un atelier qui travaillait avec moi, donc on a tout refait. Mais bon, c'était bien. Et sinon, avec Ludivine Sagné, j'avais beaucoup aimé. Très jolie fille, très intéressante, beaucoup de pêche et très simple aussi. Si vous aviez un souhait à formuler, quel serait-il? À quel niveau le souhait? Imaginons que je suis un bon génie, le bon génie du jour, et que vous ayez un souhait que vous souhaitez réaliser. Très simple, la paix dans le monde. Voilà. Patrice, nous n'allons pas vous retenir plus avant, je sais que vous avez beaucoup de travail à terminer. Un grand merci de nous avoir reçus. Promettez-moi de me tenir informé lorsque votre collection sera prête, vraiment ça m'intéresse. Quant à vous, je vous dis à très bientôt dans À Mode ou à Raison. Allez, bye!